Bah, qu'est-ce que tu fais encore là? Comment ça, qu'est-ce que je fais encore là? Bah, je lance un cours. Non, mais c'est bon. Déjà, le confinement, il est terminé pour tes élèves, et en plus, c'est bientôt les vacances. Ah bon? Mais je dois arrêter les vidéos alors? Oh non, c'est nul! Ah bah non, j'aimais bien, moi! C'est vrai? Alors on continue? Mais grave! Allez! Cool! Alors on voit quoi aujourd'hui? Suite du cours sur la Grèce antique. C'est parti! On a vu que les Grecs partageaient une organisation politique et spatiale commune, la police. Aujourd'hui, nous allons commencer à étudier les caractéristiques principales qui vont avec ce cadre de vie, la culture. Petit préalable important. La période la plus ancienne où on peut parler de cité grecque est la période archaïque, du 8e au 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais on va remonter le temps et dire deux mots d'une civilisation plus ancienne, la civilisation mycénienne. Le monde mycénien se développe en mer Égée entre le 15e et le 12e siècle. Ce sont des sociétés dirigées par des rois et organisées autour de grands palais. Après une série de catastrophes, cette civilisation disparaît vers 1200 avant Jésus-Christ, et jusqu'au 8e siècle, l'architecture de pierre est abandonnée et l'usage de l'écriture s'est perdu dans la région. On parle des âges obscurs. C'est vrai, mais l'archéologie et l'étude des traditions littéraires viennent nuancer cela, et éclairer un peu plus cette période longtemps méconnue. On sait aujourd'hui donc que c'est pendant cette période que le monde grec obtient ses principales caractéristiques culturelles et sociales. Revenons donc au thème du jour, la culture commune des Grecs. D'abord la base, la langue. Les plus anciennes traces de langue grecque furent identifiées après le déchiffrement d'une écriture appelée le linéaire B sur des tablettes mycéniennes. Et, fun fact sur le linéaire B, il a été déchiffré en 1953 par deux Anglais en utilisant une technique de décryptement de l'armée. Après la période des âges obscurs, les Grecs se dotèrent au 8e siècle avant Jésus-Christ d'un alphabet adapté du phénicien qui est utilisé depuis lors, avec quelques variations bien entendu. Le grec ancien était formé de plusieurs dialectes. Définition s'il vous plaît. Dialecte. Forme régionale d'une langue propre à un groupe d'utilisateurs déterminés. Les dialectes peuvent diverger plus ou moins fortement suivant la région ou l'époque. Qu'est-ce qu'il a dit? Interprète! 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 Warrior! Il dit en gros que, suivant l'endroit où ils habitaient, les Grecs ne parlaient pas exactement le même grec. Si on compte 4 grandes familles de dialectes grecs, on sait néanmoins qu'ils se comprenaient tous entre eux. Et c'est important, car dans la littérature, ils se définissaient en tant que grecs, notamment par opposition avec les barbares. Littéralement, les barbaroi étaient ceux qui ne parlaient pas le grec, mais une langue incompréhensible. Le langage, pilier d'un univers partagé, est la base d'un deuxième point essentiel dans la culture des Grecs, les poèmes d'Homère. Non, je vois à quoi tu penses et rien à voir. Les petits Grecs qui allaient à l'école étudiaient en particulier deux poèmes, l'Iliade et l'Odyssée, qui furent composés vers le 8e siècle avant Jésus-Christ par un naëde nommé Homère. C'est quoi un naëde? Bonne question. Un naëde composait des poèmes épiques face à un auditoire accompagné d'une cithare ou d'une lyre. Chante, ô muse, la colère d'Anakin Skywalker, colère funeste qui apporta tant de malheur aux Jedi. Les poèmes épiques mettent notamment en scène des héros et des dieux. Ah, les héros, je crois que je sais ce que c'est. C'est des gens qui accomplissent des trucs de ouf, et qui ont souvent un dieu dans leur famille, c'est ça? Pas mal. Dans les épopées homériques, les héros sont des personnes extraordinaires qui s'affrontent ou accomplissent des exploits en étant mis en difficulté ou aidés par des dieux. J'aime me battre. L'Iliade raconte un épisode de la guerre de Troie dans lequel Achille, le meilleur des guerriers grecs, y fait la tronche car le roi Agamemnon lui a pris une partie de son butin, en l'occurrence une jeune femme. Oula, c'est pas très MeToo ça, comme pitch, j'avoue. En tout cas, Achille boude et il refuse de combattre. En tout cas, jusqu'à ce qu'il décide d'affronter le prince troyen Hector, qui a tué Patrocle, son ami d'enfance. L'Odyssée, quant à elle, raconte le voyage d'Ulysse, qui, après le siège de Troie, a mis 10 ans à rentrer chez lui. Ulysse revient, et c'est un violent cheval. 10 ans? Mais son GPS, il était cassé ou quoi? C'est surtout qu'il a eu la mauvaise idée de blesser Polyphème, un cyclope qui est aussi le fils du dieu Poséidon. Ah oui,
Donc papa était pas très content, quoi. Non, pas trop, non. Il s'est arrangé pour ralentir Ulysse, qui du coup va vivre de nombreuses aventures. Il va affronter des monstres, être prisonnier en quelque sorte d'une nymphe, jusqu'à ce qu'il rentre chez lui et doive reconquérir son trône. Dans l'Odyssée, on a aussi Ulysse qui parle de la ruse qui lui a permis de rentrer dans la cité de Troie et de gagner la guerre. Vas-y, raconte. Bon, vite fait alors. Les Grecs, ils font mine qu'ils rentrent chez eux parce qu'ils en ont marre de la guerre. Mais avant de partir, ils laissent sur place un grand cheval de bois, une offrande au dieu de la mer Poséidon. Les Troyens y voient que le camp est vide et le cheval de bois, ils décident de le ramener dans l'enceinte de la ville et de célébrer leur victoire. Je sens venir la tuile. Bien vu. Pendant la nuit, le cheval de bois s'ouvre et les Grecs qui étaient à l'intérieur sortent du cheval, ouvrent les portes en grand de la cité de Troie, laissant la voie libre aux autres Grecs, puis pillent et brûlent la ville. Ah mais c'est ça l'histoire du cheval de Troie dont tout le monde parle. Et c'était si connu que ça à l'époque? Tous les Grecs connaissaient. C'était leur Harry Potter puissance 1000. Les historiens débattent encore de l'existence réelle d'Homère et de la part de réalité historique dans ses poèmes. Ce qui est sûr, c'est qu'il constitue une base fondamentale dans la littérature grecque. Tiens, autre base fondamentale, les poèmes d'Hésiode, un auteur du 7e siècle avant Jésus-Christ. 3 œuvres essentielles nous sont parvenues. Elles racontent la naissance des principaux dieux, les mythes de la création des hommes et du monde, ainsi que les rapports entre les hommes et les dieux. Homère et Hésiode sont 2 auteurs fondamentaux dans le développement de la littérature grecque. Il y a même des auteurs grecs qui ont imaginé un affrontement entre les deux lors d'un concours poétique. Et c'est lequel qui a gagné? Alors soyons clairs, cette joute poétique est pure invention. D'autant plus que, historiquement, Homère est antérieur à Hésiode. Mais on dit que Homère aurait eu les faveurs du public, tandis que Hésiode aurait été déclaré vainqueur par le roi de Chalcis. Résumons. En plus de partager un cadre de vie commun au sein de la police, la langue et la littérature grecque, notamment les poèmes d'Homère, constituent les fondations de la culture commune des Grecs. Eh ben c'était sympa encore une fois. C'est bien qu'on continue finalement. Je suis d'accord. Prochain cours sur les Grecs, on abordera la question de la religion et des cultes. En attendant, on se regarde le film 3 en version longue. On se regarde 3 en version longue. Ah, et petit message. Merci à Q No Imagination pour son intervention. Allez voir sa chaîne, c'est extra ce qu'il fait. Tiens, d'ailleurs, tu peux conclure, l'autre il est nul pour ça. Carrément. Les outros en plus, ça me connaît. Attention, ça va être épique. Abonne-toi.